Bonjour à tous, bienvenue à nouveau sur la chaîne. Tout d'abord, comme nous approchons d'une nouvelle année, il y aura plusieurs changements ici sur World Affairs and Context. J'en suis très enthousiaste. Une partie importante de mon contenu va migrer vers Substack et Patreon. Vous y verrez de nouvelles interviews, davantage de contenu écrit et de nouvelles façons d'interagir avec mon travail et de discuter avec moi, ainsi qu'avec d'autres abonnés dans le chat réservé aux abonnés. Ce sera très amusant et une excellente manière de se connecter avec des personnes partageant les mêmes idées. Je mettrai les liens vers mon Substack et mon Patreon dans la description sous cette vidéo. Assurez-vous d'être abonné, j'ai hâte de vous retrouver sur ces deux plateformes. Parlons maintenant d'un sujet qui n'a pas dominé les gros titres, mais qui aurait absolument dû le faire. La Chine vient de dévoiler une nouvelle feuille de route stratégique pour l'Amérique latine et les Caraïbes. Et il ne s'agit pas d'une simple mise à jour diplomatique de routine. Pékin indique très clairement qu'elle considère la région comme centrale dans la prochaine phase du basculement du pouvoir mondial. Il va sans dire que la vision de la Chine entre directement en conflit avec la doctrine impérialiste de Monroe des États-Unis, au moment même où l'attitude agressive de l'administration Trump à l'égard du Venezuela s'intensifie. C'est d'ailleurs le troisième livre blanc officiel de la Chine sur l'Amérique latine et les Caraïbes et la première mise à jour majeure depuis 2016. Beaucoup de choses ont changé depuis. Le monde est plus fragmenté, la rivalité entre les États-Unis et la Chine est plus explicite, et l'idée d'un ordre mondial unique dirigé par les États-Unis n'est plus considérée comme acquise. Et le contexte est important, car ce document ne traite pas seulement d'accords commerciaux ou de projets d'infrastructure. Il s'agit de la manière dont la Chine perçoit le monde et de la place qu'elle pense que l'Amérique latine y occupe. En examinant le document que je vais vous présenter, vous remarquerez peut-être que l'un des premiers éléments qui saute aux yeux est la façon dont Pékin inscrit fermement la région dans le Sud global. Ce n'est pas qu'une simple étiquette, c'est une identité politique. À mon avis, le langage employé est très révélateur. N'êtes-vous pas d'accord? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Le document parle de la construction, et je cite ici, d'une communauté de destin partagé, en s'opposant à l'intimidation et à l'hégémonie unilatérale, et en adoptant un ordre mondial qui reflète l'évolution des équilibres de pouvoir. En d'autres termes, la Chine affirme que l'ancien système s'efface, il a disparu, et que l'Amérique latine devrait faire partie de ce qui vient ensuite. Naturellement, la Chine se positionne pour dialoguer avec les États d'Amérique latine. À partir de là, la stratégie se traduit par des mesures concrètes, en commençant par la politique. Au cœur des attentes politiques de la Chine se trouve le principe d'une seule Chine. Pékin indique très clairement que Taïwan constitue un intérêt fondamental et qu'il accorde de la valeur aux gouvernements latino-américains qui reconnaissent cette position. En retour, la Chine promet un soutien mutuel sur les questions de souveraineté et d'intégrité territoriale. Il s'agit d'alignement, pas seulement de diplomatie. Ce qui est intéressant, c'est l'ampleur que Pékin veut donner à cet engagement politique. Ce n'est plus limité au président et au ministre des Affaires étrangères. La Chine veut des liens plus profonds entre les parlements, entre les partis politiques et entre les institutions gouvernementales de toute la région. Et, point important, le Parti communiste chinois affirme vouloir coopérer avec les partis politiques, quelle que soit leur idéologie. C'est extrêmement important. Gauche, droite, populiste, technocratique, cela n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est l'engagement et l'influence à long terme. C'est à mon avis l'une des principales différences entre l'approche chinoise de la coopération et celle que nous observons en Occident. Elle n'est pas fondée sur l'idéologie.
L'approche chinoise n'est pas fondée sur l'idéologie, comme on peut le constater. Elle repose sur le bénéfice mutuel et le respect. Les élites politiques occidentales se sont toujours unies contre un adversaire commun, un adversaire idéologique, qu'il s'agisse de l'Union soviétique, de l'Iran, de la Russie, de la Chine, de la Corée du Nord ou de bien d'autres États. L'Occident cherche toujours un monstre à combattre et accorde rarement la priorité à la coopération malgré les différences. Puis vient la question économique, et c'est là que les choses commencent à dépasser le récit habituel, selon lequel la Chine construit des routes et des ports. Les infrastructures restent centrales, notamment dans le cadre de l'initiative des nouvelles routes de la soie, bien sûr, mais c'est sur le plan financier que, selon moi, le véritable changement s'opère. Pékin pousse ouvertement à réduire la dépendance au dollar américain dans le commerce et la finance régionaux. Je dirais que cette position, cet objectif, n'est pas vraiment anti-américain. C'est avant tout une question de souveraineté économique. Ainsi, pour nous, aux États-Unis, lorsque nous entendons cela ne signifie pas que la Chine attaque le dollar américain. Pas du tout. Après que les États-Unis ont instrumentalisé leur propre monnaie, leur atout le plus précieux, la Chine, la Russie, l'Iran et une douzaine d'autres pays sanctionnés à travers le monde n'ont eu d'autre choix que de redoubler d'efforts pour se protéger de la politique de Bruxelles et de Washington. La dédollarisation est une façon d'y parvenir. Il n'est donc pas surprenant que la Chine souhaite développer le commerce en monnaie locale, promouvoir les accords de swap de devises et renforcer la coopération entre les banques centrales. L'objectif est très clair. Faciliter pour les pays d'Amérique latine le commerce avec la Chine en utilisant leur propre monnaie ou le yuan, plutôt que de dépendre du dollar. C'est un processus lent, bien sûr que ça l'est, mais c'est un défi direct à l'architecture financière qui domine le commerce mondial depuis des décennies. Ajoutez à cela l'expansion des banques et institutions financières chinoises, les financements chinois dans la région, et l'on commence à voir se dessiner les contours d'un écosystème financier parallèle déjà en formation. C'est tout à fait fascinant. La coopération en matière de sécurité et de défense est un autre domaine où le document va plus loin que ce que beaucoup auraient pu imaginer. La Chine propose des échanges plus fréquents entre responsables militaires et de la défense, plus de visites, plus de formations et davantage de coordination. Bien sûr, cela représenterait un grand défi pour les États-Unis et pour la région. Et il ne s'agit pas seulement de coopération militaire traditionnelle. Pékin met l'accent sur des domaines comme la lutte contre le terrorisme, l'aide humanitaire, la gestion des catastrophes et le maintien de la paix, tous des domaines importants. Tout cela s'inscrit dans le cadre de l'initiative de sécurité mondiale de la Chine qui se présente comme une alternative au cadre de sécurité dirigé par les États-Unis. Le message ici est très subtil, mais aussi très puissant. La Chine n'est plus seulement un partenaire économique, elle est aussi un partenaire en matière de sécurité. Et lentement, mais sûrement, elle se positionne comme telle. Elle est prête à offrir une coopération sans les conditions politiques qui accompagnent souvent les alliances occidentales. Plusieurs autres dimensions tout aussi importantes sont abordées dans ce livre blanc, comme la technologie, un domaine vraiment essentiel. Il y a aussi un volet spatial et une dimension de soft power. Pour garder cette vidéo courte, je poursuivrai la discussion sur mon Substack et mon Patreon. Les deux sites sont liés dans la description de la vidéo ci-dessous. Suivez et laissez un commentaire avec vos réflexions sur la nouvelle initiative de la Chine. L'une des plus grandes questions, à mon avis, est de savoir comment les pays d'Amérique latine choisiront de naviguer dans ce moment, ce paysage de pouvoir en mutation, si l'on peut dire. Car Pékin ne propose pas un seul projet, comme vous pouvez le constater, ni un coup de pouce à court terme. Elle propose une place dans une vision différente de l'ordre mondial.
Et une fois que vous commencez à aller dans cette direction, les conséquences stratégiques, économiques et géopolitiques sont très difficiles à inverser, car les États-Unis la contesteront puisqu'ils considèrent l'Amérique latine comme, entre guillemets, leur propre arrière-cour. Mais si les États-Unis peuvent entretenir des relations avec Taïwan, pourquoi la Chine ne chercherait-elle pas à étendre son influence en Amérique latine? Cela fonctionne dans les deux sens, n'est-ce pas? Qu'en pensez-vous? Commentez ci-dessous et partagez vos réflexions. J'aimerais beaucoup savoir ce que vous en pensez. Restez à l'écoute, je vous tiendrai informé ici sur YouTube, Substack et Patreon. Merci beaucoup d'avoir regardé et merci de votre présence. J'apprécie votre temps. Soutenez mon travail si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve ici demain. À bientôt. And I will see you back here tomorrow. Bye for now.